Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. D'innombrables photos vous ont permis de construire une image, celle d'un observateur du monde qui, en un clic, est capable de raconter une histoire n'ayant rien d'un cliché. Des moments uniques devenus des œuvres d'art. Bonjour Gérard Rancinan. Bonjour. Alors, Jacques. on connaît votre nom, on connaît mal votre parcours. Vous êtes l'un des plus grands photographes du monde. Vous avez aussi des photos qui sont devenues des œuvres d'art. On va parler de ça à l'occasion, dans quelques jours, d'une vente aux enchères un peu particulière. Et le principe des clés d'une vie, c'est de raconter votre parcours à travers des dates clés. Donc la première que j'ai trouvée, c'est le 18 novembre 1983, votre première télévision archivée, ce générique. L'émission Flash 3 qui est présentée par Jean Bardin. Et vous êtes dans cette émission, le magazine de la photo, où il y a un concours de photos. Vous en souvenez ? Vous êtes tout jeune avec des cheveux. Oui, avec des cheveux, oui, voilà. C'est vous maintenant êtes j'ai une membre du casquette. jury et vous évoquez un reportage sur le sport en Chine que vous venez d'effectuer. Absolument, oui, je m'en souviens très bien. Je me souviens très bien de ce reportage, assez unique, en effet. C'était un travail assez étonnant, puisque j'avais fait pendant 3 ans des demandes pour aller en Chine faire des photos de sportifs et aidé par Paris Match en France et aussi le Life Magazine aux États-Unis. Les derniers moments du Life Magazine, j'ai pu aller en Chine, passer un mois, suivre les athlètes qui allaient se présenter aux Jeux Olympiques. Et c'était le retour des Chinois aux Jeux Olympiques, en fait. Et vous évoquez aussi un portfolio que vous préparez pour les enfants. Je ne sais pas si vous l'avez fait, mais en tout cas, vous l'évoquez dans cette émission. Oui, c'est possible. Je m'en souviens plus vraiment, ça remonte quand même. Et à côté de vous, il y a Roger Corbeau. Bien sûr. Qui était un des plus grands photographes de cinéma. C'est-à-dire que c'est Marcel Pagnol qui l'a découvert. Et ensuite, il a fait des photos pour Chabrol, pour Orson Welles et autres. Pour tout le monde. Et il m'a remis un prix à Cannes, quelques années plus tard. De photographe alors non pas de plateau parce que j'ai jamais fait de photos de plateau, mais avec Sigma pour cette magnifique agence, je travaillais pour cette magnifique agence. On suivait des films les plus importants. Alors j'ai suivi ainsi Kurosawa, Bertolucci. Je faisais quelques films comme ça entre 2 grands reportages où je faisais on appelait ça des spéciaux et on faisait des photos comme ça. Et Corbeau m'avait remis un prix à Cannes pour ses photos du film de Kurosawa, je crois, qui s'appelait Ran. Et il m'avait expliqué que lui-même, ses astuces pour photographier de belles actrices, tout ça. C'était un personnage merveilleux, un très grand photographe et un homme charmant. Exactement. Alors vous êtes né à Talence, près de Bordeaux. D'ailleurs, le prince Henrik, qui a été le prince consort du Danemark, José Bové, Barbara Schultz et Olivia Marshall sont nés aussi à Talence. Mais c'est une ville méconnue qui a en effet des célébrités. Bon, je ne sais pas si j'en fais partie, mais enfin les personnes que vous avez citées, en effet, sont des célébrités. Oui, c'est la banlieue de Bordeaux, je crois. Alors, c'est juste, oui, c'est ça. C'est à 3 kilomètres. Il y a les universités, il y a les vignes du Haut-Brion entre Pessac et Bordeaux. Enfin, on est bien entouré, quoi. Voilà. Université, c'est pas votre truc parce que je crois que l'école, à part dessiner des motos, Gérard Rancinan, vous faisiez pas grand-chose. Ah oui, bon, peut-être parce que l'université était trop près de moi, elle m'a rejeté, mais en tout cas, oui, je dessinais des petites motos et même les prêtres jésuites de Sarlat, l'école où j'étais, m'ont dit, écoute, c'est pas la peine de rester, on n'y arrivera jamais. Oui, je crois qu'il y avait la géographie et l'histoire qui vous intéressaient. J'étais passionné par l'histoire, j'étais passionné par toutes ces histoires, l'histoire avec un petit H, l'histoire avec un grand H, et voilà. Et donc, c'est peut-être ça c'est cette curiosité de la géographie, des pays éloignés et des gens étrangers qui m'a toujours motivé. Alors, vous avez eu une chance inouïe et rare, Gérard Rancinan, c'est que votre père a bien compris le problème et il vous a trouvé du travail très vite. Mais vous savez, la vie n'est faite que de rencontres, de moments, de saisir des chances, n'est-ce pas ? Et mon père a bien vu que il pouvait tout faire. Lui, ouvrier typographe à Sud-Ouest, ne pouvait pas assumer comme ça des études en payant. Donc, il a été voir le chef du service photo. Il cherchait un métier créatif pour son fils qui faisait rien à l'école. Et il m'a demandé s'il cherchait pas un apprenti photographe. Dans un journal, c'était plutôt rare. C'était plutôt quelque chose qui n'existait pas. Et donc, le chef du service photo, lui-même ayant été apprenti d'un très grand photographe qui s'appelait Georges Berniard,
à Sud-Ouest, qui avait travaillé avec Cartier-Bresson, avec Hemingway, qui avait fait la guerre d'Espagne, a accepté. Et c'est ainsi que je suis rentré à 15 ans et demi comme photographe à Sud-Ouest. Alors que vous ne connaissiez rien à la photo, Gérard Rancina. Ça a été une des épreuves de ma vie les plus compliquées, puisqu'en fait, quand je suis rentré, on m'avait d'abord mis un costume 3 pièces avec un petit gilet. On m'a dit, ici, on travaille comme ça. Et puis, on m'a donné un appareil photo. On m'a dit, tu veux faire photographe, fais des photos. Et là, évidemment, ça a été la pire des catastrophes. Je n'y suis pas arrivé. Tout le monde s'est regardé et m'a dit, c'est pas grave, Gérard, on va y arriver. Voilà, et vous avez commencé. Et c'est vrai que les photographes à l'époque n'avaient rien à voir avec ceux d'aujourd'hui. D'abord, il y avait un gros matériel. Et puis ensuite, il y avait les paparazzis de Paris Match qui étaient à Cannes dans les grands hôtels. Et il y avait les photographes de région qui étaient souvent des photographes exceptionnels. En fait, on faisait tout. Ça veut dire que il y avait, oui, l'aristocratie de la photographie. Vous parlez de Paris Match, des grandes agences. On rêvait de photographes comme ça, des Cartier-Bresson, des choses comme ça. Mais nous, on faisait tout. On faisait les remises de médailles, les gâteaux, la célébration des rois dans les EHPAD. Enfin, à l'époque, ça s'appelait pas comme ça. On suivait les maires de chaque ville. On faisait les accidents de la route. On faisait les faits divers. On faisait 3 matchs de rugby par dimanche. Enfin, on apprenait le métier sur le tas, et en même temps il fallait être toujours à l'heure. Donc on avait on gagnait une force de rapidité, de réflexion, de curiosité qui devait être immédiate, et c'était une école absolument formidable. Oui, en même temps, Gérard Rancinan, vous êtes entré dans un monde où il y a une fraternité, car les autres photographes vous ont aidé au départ, ce qui n'est pas si fréquent. Alors, j'allais dire, j'ai eu peut-être beaucoup de chance. Je suis tombé dans une équipe où ce chef de service photo, Vincent Olivard, qui m'a pris. J'étais entouré par Georges Berniard, l'ancien chef du service qui venait tous les jours. Et puis tous les mois, il a mené un nouveau foulard Hermès à une de ses compagnes, sûrement, qui travaillait encore à Sud-Ouest, qui avait que quelques années de moins que lui. C'était un grand seigneur de la photographie, en effet. Et puis, il y avait aussi Michel André, il y avait aussi des photographes, Monsieur Lacroix, Carlsen, qui m'ont tous aidé, tous. Ils m'ont porté. Ce sont eux qui m'ont porté sur leurs épaules. Ce sont eux qui m'ont dit, Gérard, regarde comment on fait, regarde comment il faut faire. Et ces photographes-là étaient d'extraordinaires photographes. Michel André, pour le citer que lui, a été sollicité par Magnum à l'époque pour rentrer à Magnum. C'est un très grand photographe. Alors ils m'ont appris le métier, et puis je me suis armé comme un porte-avions de guerre, et j'avais de très beaux appareils photo, et voilà. Vous avez cassé votre tirelire pour tout acheter. Oui, bien sûr, évidemment, mais je devais ressembler à un photographe, donc il fallait la panoplie complète, quoi. Et puis vous lisiez les journaux spécialisés, comme Life par exemple. Life était le grand journal du photojournalisme. Alors, c'était Life, bien sûr. C'était un journal absolument... c'était la Bible pour nous. Ça veut dire c'était des grands reportages. C'était Eugene Smith, c'était Night Lifer. C'était des grands photographes comme ça qui racontaient sur 20 pages des histoires photographiques. Et moi, je rêvais de ça. Je me suis dit, un jour, peut-être, si j'y arrive, peut-être que je pourrais travailler pour Life Magazine. Oui, et on oublie que Life Magazine, au départ, c'était un journal humoristique au 19e siècle. Et le propriétaire de Time l'a racheté pour en faire un journal de photojournalisme. Vous me l'apprenez parce que je ne savais pas, et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Alors, il se trouve que vous deviez passer le CAP de photographe, et vous l'avez brillamment raté 2 fois, Gérard Rancinan. Écoutez, non, mais c'est pas ma faute, c'est parce qu'en fait, c'est ce que j'ai dit à mon chef de service qui a mis ses lunettes noires, c'est pour ça que j'en porte aujourd'hui, qui a mis ses lunettes noires, il était navré, il avait tout préparé pour que je réussisse, évidemment, mon brevet, mon certificat d'études, mais je venais d'acheter une nouvelle moto. J'avais 16 ans et demi et je gagnais un peu d'argent, donc j'avais acheté une motocyclette. Et puis entre midi et 2 heures, pour la pause déjeuner du CAP, à Orthès, à l'école de photographie qu'il y avait à Orthès, on passait ça, il y avait une jeune fille absolument merveilleuse, une blonde à traverser la route. On aurait dit un éclair qui me... Et j'ai voulu lui montrer l'accélération de ma moto, ce qui a été catastrophique. Je suis rentré en ambulance. Voilà. Et la deuxième fois, vous êtes tombé sur un examinateur qui n'était pas très sympa. Non, parce qu'il m'a dit vous pensez que vous arriverez à être photographe avec ce que vous me présentez là? Oui. Je lui ai dit, monsieur, oui, bien sûr, et même en plus, vous aurez de mes nouvelles. Et je l'ai revu quelques années après, l'examinateur, parce que j'ai été invité à l'école d'Orthès une dizaine d'années après, et il était là, et il m'a reçu, il m'a dit, vous avez tenu votre parole. Exactement. Alors il se trouve que vous êtes quand même devenu photographe à 18 ans, et puis un jour, il y a une partie de cartes dans le bureau des photographes, et puis il y a un reportage urgent à faire.
Extraordinaire. Il y a eu, vous savez, les journaux en province, c'est fait il y a des jeunes photographes, des plus vieux. Et les plus vieux, ils jouent aux cartes. Enfin, si on avait le temps, c'était pas un monde pressé. C'était pas un monde énervé dans lequel on travaillait. On avait un quotidien à faire, on le faisait bien. Hein, Sud-Ouest, c'était un très très bon journal, comme la Dépêche du Midi, comme tous ces journaux de province merveilleux. Et on reçoit un coup de téléphone où personne ne parle anglais. Donc on reçoit un coup de téléphone en anglais, le chef est un peu perdu, un des photographes un peu plus âgé parlait un peu anglais 3 mots, il dit c'est un gars de Newsweek qui cherche un photographe parce que les Basques ont fait sauter Carrero Blanco et il se passe quelque chose. Et tout le monde a un peu sursauté, puis en se disant oh là là, on va envoyer le petit. Et le petit, je me suis redonné, c'était moi, c'était la chance de ma vie. Et je me suis armé de tous les appareils que j'avais achetés quelques mois auparavant. Et je vois un monsieur très élégant qui arrive, qui est arrivé de New York, et puis qui me dit bon ben jeune homme, on va y aller. Alors je bafouille un peu anglais. On nous voilà partis dans un taxi. On avait rendez-vous à la gare de Bordeaux. On nous a mis des bandeaux sur les yeux, nous a fait monter dans une voiture, voilà, et on s'est dirigé dans un endroit inconnu. Et puis là, j'ai fait des photos des gars qui avaient fait sauter, donc avec une bombe, des terroristes basques qui avaient fait sauter Carrero Blanco, qui était le chef de l'armée, de la marine, un amiral de la marine espagnole, descendant de Christophe Colomb, ce qui était un événement énorme. Et j'ai témoigné dans le monde entier avec ces photos, et c'est ainsi que Sigma m'a appelé. Et voilà. Et ça a commencé, puis il y a eu d'autres choses importantes. Et il y a une autre date qui est importante dans votre carrière, c'est le 19 juillet 1996. A tout de suite sur Sud Radio avec Gérard Rancinan. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Gérard Rancinan, photographe, mais photographe particulier. Vos photos sont devenues des œuvres d'art, on va en parler. Et il y a une exposition, une vente aux enchères dans quelques jours à Chartres, on va aussi en parler. Donc on évoque votre parcours de photographe qui a commencé timidement et discrètement. Et puis, le 19 juillet 1996, il y a les Jeux Olympiques d'Atlanta avec cette personnalité, ce grand sportif. C'est gagné pour l'Éthiopien Gebre Selassie, champion olympique du 10 000 mètres devant Paul Tergat. Champion olympique du 10 000 mètres, et vous l'avez photographié en avant-première en allant le voir en Éthiopie. Oui, alors... Bien sûr, j'ai toujours été passionné par ces personnages qui dépassaient les limites les limites simplement. Encore, ça vient peut-être de cette curiosité de rencontrer ces gens, d'en faire leur portrait. Et j'ai toujours, comme ça, tout au long de ma carrière, fait des personnages. Et je rêvais de faire ce personnage qui, Haïlé Gebre Selassie, qui est un grand coureur. Qui est un petit bonhomme, tout mince, avec des grandes jambes, très longues. C'est ce qui lui permettait de courir rapidement. Parce que les Éthiopiens ont des particularités, je vous donne peut-être un détail comme ça, c'est pour ça qu'ils sont champions, c'est qu'ils sont en marathon, ils ont des grandes jambes par rapport aux petits bustes qu'ils ont. Alors ils galopent. Il a établi 27 records du monde quand même. Oui, c'était incroyable. Et il me dit, mais moi il n'y a pas de problème, je suis souvent en Europe. Je dis, mais moi je ne veux pas aller en Europe, je veux aller te photographier chez toi. Et puis nous avons été en Éthiopie, il est venu, il est arrivé, je l'ai amené son maillot, tout ça parce qu'il n'avait rien. Et puis on s'est baladé autour d'Addis Abeba, il y avait bien sûr une campagne, et puis je vois une dame, il y avait un rocher comme un podium en pleine brousse, et puis il y a une dame qui prenait de l'eau. Et puis je dis à Haïlé Gebre Selassie, je lui dis, mais monte sur le podium, t'es habillé comme ça, et la dame va te tendre de l'eau. Après le succès, après la gloire, voilà. Et il me dit, oui, puis je vois la dame qui s'en va. Alors je suis inquiet, et je lui dis, mais elle est en train de partir, appelle-la. Il me dit, non, elle est allée se changer. Alors, mais c'était pas du tout prévu. Et elle revient bien habillée dans sa tenue, une nouvelle cruche comme ça, et elle lui tend, mais avec une élégance, elle lui tend cette cruche comme ça, et elle lui donne à boire. Et je fais à ce moment-là la photo de ce champion aux pieds nus, en fait, qui m'a expliqué que c'était tout le chemin qu'il faisait pour aller à l'école quand il était enfant. Il faisait 10 km à l'aller, 10 km au retour. Il passait par ce chemin-là. Et vous savez ce que veut dire son nom, Haïlé Gebre Selassie? C'est l'homme qui marche sur le chemin de Dieu. C'est fou, hein. Alors, ce qui est extraordinaire, Gérard Rancinan, et on ne le sait pas assez, c'est qu'une photo de ce genre, ça demande du travail, des contacts, mais aussi beaucoup d'imagination. C'est presque un scénario à chaque fois.
Oui, alors c'est une réflexion, c'est une pensée, mais il n'y a pas de photo sans pensée, il n'y a pas d'histoire racontée sans pensée, sans scénario, en effet, qui peut être un scénario totalement oral, enfin je veux dire, mais c'est un mouvement de la pensée. Pour moi, j'ai toujours basé mon travail sur une réflexion, sur une pensée, par rapport aux gens que je photographiais. Je ne m'intéresse pas tellement à la structure du personnage. Ça m'est un peu égal que ça soit Fidel Castro, le pape, tout ça. Ce qui m'intéresse, c'est la représentation, l'imaginaire que les gens et que moi-même je m'en fais. Alors, il se trouve aussi que tout a commencé grâce à un écrivain, journaliste qui est devenu plus tard académicien, Henri Amouroux, qui était le directeur de Sud-Ouest et qui vous a repéré, Gérard Rancinon. Ben oui, parce que Henri Amouroux, ça a été d'abord, mon père était c'était quand même un grand directeur de journaux. Mon père était à Sud-Ouest et mon père était typographe dans ce même journal. Et puis, il avait beaucoup de respect pour ce monsieur. Tout ça. Et puis, Henri Amouroux est un personnage érudit, historien, académicien, comme on dit, voilà. Et puis... il m'a repéré parce qu'en fait, quand j'ai été lâché dans la nature par mes copains photographes, enfin mes copains, mes maîtres photographes, n'est-ce pas, un peu de respect quand même, on va essayer de retrouver les bonnes manières, et par mes maîtres photographes, ça a été un accident d'autobus ou d'un camion qui s'est renversé par mauvais temps sur le grand pont de Bordeaux. Et là, j'avais tout appris. On me dit, va faire cet accident, qui était d'une banalité étonnante. Et il faisait un temps gris, noir, les ciels étaient noirs. Et puis, on m'envoie au garage prendre un chauffeur, parce qu'à l'époque, on avait des chauffeurs dans des journaux de province, et je monte derrière, comme les photographes. Il me dit, non, toi, tu montes devant. Bon, d'accord, déjà, je me suis calmé. Et puis, la voiture m'a mené au pont, et au grand pont. Et là, j'ai vu ce camion, c'était apocalyptique, je me suis baissé, j'ai fait une photo qui ressemblait à, on aurait dit, une catastrophe, un cataclysme terrifiant. Je suis revenu au journal, j'en ai fait un grand tirage, déjà je faisais des grands tirages, et je l'ai montré à monsieur Amouroux. Et monsieur Amouroux a dit, pas mal pour une première photo, et on a fait 5 colonnes à la une. C'était ma première photo. Et vous avez passé la nuit aux rotatives et suivi la vente du journal le lendemain dans la rue, ce qui vous a donné une leçon, Gérard Rancinon. Alors oui, parce que j'ai passé ma nuit... Alors j'étais un peu l'enfant de la balle. Hein. J'ai commencé à 15 ans au journal. Mon père connaissait tout le monde. Et les rotativistes m'ont vu à 3 heures du matin, assis sur une des machines, en train de regarder le journal tomber. J'étais le roi du monde. Je voyais ma photo défiler. Et puis le lendemain matin, je n'avais pas dormi, je prends mon petit 2 roues et puis je rentrais chez moi et je vois des gens en train de lire le journal, je vois ma photo, je dis je suis le plus grand photographe du monde, et puis j'ai vu un personnage prendre le journal, le plier, le froisser, le jeter à la poubelle. Et là je me dis zut, il faut tout recommencer. Et vous avez recommencé tous les jours, et à chaque fois avec des idées nouvelles, en prenant des risques. Je crois qu'il y a une photo, notamment dans une église où vous ouvrez une chorale, qui est assez surréaliste. Vous avez pris le risque de monter sur l'autel, je crois. Bah oui, parce que j'étais un peu une tête de Turc. Hein. Je savais ce que je voulais, j'avais beaucoup d'ambition, et puis ça a un peu fatigué mon chef, Monsieur Olivard, qui m'avait fait rentrer au journal et qui a dit, lui, on va calmer le petit, quoi. Alors on m'avait envoyé à l'église de Pau. On m'avait envoyé à Pau, un peu, j'allais dire, pas comme une punition, il faut le dire, mais bon, je la méritais sûrement. Hein. Et je suis arrivé là, et je vois un jeune photographe, Pierre Perrin, qui a fait une très belle carrière de photographe à Gama. Et je vois ce jeune garçon qui me voit arriver de Bordeaux, comme ça, et il me salue, il me dit « Ah, c'est toi, Rancinon, tu t'arrives de Bordeaux ?» Alors je lui parle à peine, je n'allais pas parler à un photographe de 3e zone d'une province, hein. J'avais cette prétention ridicule. Et là, j'ai foncé, j'étais tellement énervé d'être là, au bout d'un monde qui était un peu restreint pour moi, j'avais d'autres ambitions, j'ai grimpé sur l'autel et j'ai fait des photos. Bon, évidemment, je ne suis pas resté longtemps, j'ai énervé un peu tout le monde, voilà. Okay. Mais j'ai appris à me calmer, quand même. Oui, remarquez, vous ne ferez jamais mieux que lorsque Johnny et Sylvie se sont mariés à Loconville, il y avait dans l'église tellement de monde que dans le Prie-Dieu et dans le confessionnal, on a retrouvé les photographes. Ah, mais ça ne m'étonne pas. Non, mais les photographes sont prêts à tout. Je ne sais pas si c'est encore comme ça maintenant, mais à l'époque, on les trouvait partout. Et vous avez aussi une particularité, lorsqu'on entre dans une agence de photos, on fait 50 photos qu'on montre, il y en a une qui est choisie. Et vous arrivez, vous, chez Sigma, avec une seule photo que vous remettez au directeur Hubert Enroth, ce qui a le don de l'exaspérer. Alors, j'ai fait un travail et j'étais un peu...
J'étais un peu le chouchou, enfin un des chouchous d'Hubert Enroth. Hubert Enroth, c'est quand même un homme formidable qui m'a fait partie des personnages qui m'ont porté. Il a créé Gamma et Sigma. Alors il avait créé Gamma, il avait créé Sigma, et donc les 2 plus grandes agences françaises au monde, et les 2 plus grandes agences du monde quand même, hein, avec des personnages quand même. Il y avait eu des Depardon, il y avait eu des grands photographes. Et je lui dis, j'ai envie d'aller photographier les grands d'Espagne. Il me dit, je comprends pas, c'est quoi? Je dis, Hubert, monsieur Enroth, ce sont des portraits, une seule photo du roi d'Espagne, de la reine d'Espagne, de Montalbán, de Cela, de Cordobès, de Julio Iglesias, de tous ces gens qui ont fait 10 ans après qui ont fait la Noviada, 10 ans après Franco, 10 ans après cette nouvelle Espagne qui pousse sa corne, qui va plus loin. Il me dit, bon, si vous voulez. Et me voilà parti pendant 1 mois. Et puis je reviens avec des tas de photos, des tas de portraits. Mais le roi d'Espagne, mais la reine d'Espagne, mais tous les grands personnages dont je lui avais parlé. Il était comblé. Et puis il me voit en train d'éditer les photos, ça veut dire d'éditer, ça veut dire de les choisir. Et il voit que je sors une seule photo de chaque personnage. Le roi, il y avait une photo, la reine, il y avait une photo. Alors il se pointe, il me dit, bon, et pour les autres photos, vous faites quoi? Alors Gérard, vous les donnez à qui, là? Je lui dis, non, il n'y en aura qu'une. Il me dit, mais vous n'y pensez pas? Je lui dis, si, j'y pense. C'est pour ça que je vous le dis, monsieur Enroth. Mais il me dit, mais c'est les journaux qui choisissent les photos. C'est Paris Match qui va choisir la photo. C'est monsieur Sola de Paris Match ou monsieur Théron. Je dis, non, c'est pas monsieur Théron ou monsieur Sola, c'est moi qui choisis les photos. Mais il me dit, Gérard, vous vous prenez pour qui? On n'a jamais vendu autant de photos qu'avec ce reportage-là. Bon, après, il m'avait dit, je vous avais bien fait de choisir une seule photo. Mais c'est vrai qu'une photo, c'est une histoire. Bien sûr. Bien sûr. Et ça, on ne le sait pas beaucoup. Parce que ceux qui voient les photos n'imaginent pas que vous choisissez une photo parce qu'elle raconte une histoire, Gérard Rancinon. Mais oui, parce qu'une photographie, c'est d'abord ce qu'il y a dans la photographie, c'est ce qu'il y a sur le bord de la photographie, et si on doit ressentir à travers une photographie aussi ce qu'il peut y avoir au-delà du cadre. Ça, c'est important. C'est une ambiance, c'est pas simplement, c'est aussi c'est un instant précis, c'est un... Cartier-Bresson avait dit c'est un baiser chaud ou un coup de feu. C'est ça une photographie. Et on apprend quand on travaille dans les agences de presse, on apprend quand on est dans les journaux, les grands hebdomadaires comme Paris Match, comme Life, comme Time, tout ça. On apprend en une seule photo à raconter un morceau du monde, un éclat du monde. Il faut faire waouh. Et justement, il y a des photos qu'on fait waouh, et on va en parler à travers la date du 18 mai 2014. A tout de suite sur Sud Radio avec Gérard Rancinon. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Gérard Rancinon, photographe. On a expliqué vos débuts dans la photographie, vos reportages exceptionnels, notamment aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Mais vous n'êtes pas seulement un photographe comme les autres, car vos photos sont devenues des œuvres d'art. Et le 18 mai 2014, à Versailles, le Festin des barbares, l'original est vendu et fait de vous le photographe français le plus vivant, le plus cher vendu aux enchères. Vous vous souvenez de ce jour-là? Oui, parce que j'ai reçu un coup de téléphone et on me dit Gérard, tu vas pouvoir t'acheter une belle voiture. Alors je dis bon, ça m'intéresse pas tellement, mais enfin bon, pourquoi pas? Je sentais la plaisanterie. Et puis on me dit parce qu'il y a une de tes photos que t'avais dû, c'est toi qui l'as présentée ou? Alors j'ai dit non, j'ai rien présenté du tout. C'est un des collectionneurs qui l'a mise en vente. Et en effet, on a obtenu un record pour mon travail. Alors c'est une photo qui est en un exemplaire qui est très très grande, qui est un monument et voilà, qui représentait le Festin des barbares, c'est-à-dire une photo qui parlait de notre époque, du wokisme et tout ça déjà en 2014. Voilà, il se trouve que la première vente aux enchères de photos, c'était le 21 avril 1860. C'était un grand photographe de l'époque qui s'appelait Gustave Le Gray. Oh, bien sûr. Et Gustave Le Gray, il avait des créances et pour payer ses créances, les banquiers ont fait vendre aux enchères ces photos qui sont devenues des pièces de collection. Extraordinaire. Ça date de 1860. Ça, je ne savais pas. Et pour vous, Gérard Rancinon, tout a commencé avec un commissaire-priseur très célèbre, d'ailleurs qui était le mari de Marie Laforêt, et c'est grâce à lui qu'elle a fait ensuite des ventes aux enchères. C'était Pierre Cornette de Saint-Cyr. Un homme
Un homme formidable, un homme qui fait partie de ces gens qui ont balisé ma vie, je vous parlais d'Hubert Enroth, je vous parlais de Vincent Olivard, de Michel André, des gens qui m'ont porté, hein, vraiment, bien sûr mes parents, mais ça c'est autre chose, c'est la famille, mais Pierre est quelqu'un qui m'a donné le courage, la force de quelque chose. Peut-être que je ne serais pas allé du côté du monde de l'art, même si j'ai toujours fait des expositions. C'était des expositions de reporters, tout ça. Mais il avait vu mes photos passer, des portraits. On parlait d'Haïlé Gebrselassie, on parlait de Castro, on peut parler du pape, de François Mitterrand, de toutes ces grandes personnalités que j'avais fait. Et un jour, j'avais un petit appartement dans le 15e. Le téléphone sonne et puis il me dit bonjour, je m'appelle Pierre Cornel de Saint-Cyr. J'ai dit je vous connais monsieur, vous êtes célèbre. Il me dit voilà, je voudrais vous voir. Alors il est venu me voir. Et j'ai tout rangé dans l'appartement. Et puis il est arrivé tout en couleur, comme ça, merveilleux, tellement bel homme. Tout ça, il me dit, Rancinan, vous n'êtes pas qu'un reporter photographe. Vous êtes aussi un artiste. J'ai dit, enfin, bon, si les autres ont envie de le dire, c'est bien. Mais en fait, ça m'a fait beaucoup plaisir. J'attendais que ça. Et Pierre me dit, on va mettre vos photos aux enchères, si vous le voulez, vos portraits de Castro, tout ça, etc. Voilà. Et je lui dis, oui, pourquoi pas. Et puis, ça a commencé comme ça. Et puis, il était aussi le président honoraire du Palais de Tokyo. Et un jour, il vient me voir, il me dit « Gérard, qu'est-ce que tu fais en ce moment ?» Ça m'avait donné des ailes, ces ventes aux enchères. Et j'avais préparé un travail beaucoup plus parallèle. J'ai fait un livre qui s'appelait Urban Jungle. C'est un énorme livre chez Hervé de la Martinière où je racontais toute une histoire de notre époque. Et Pierre m'a dit on va faire une exposition chez Pierre Cardin. Et on a fait une immense exposition chez Pierre Cardin avec des photos déjà gigantesques. J'avais déjà une envie de faire des choses comme ça. Pierre m'a soutenu. Pierre m'a emmené au Palais de Tokyo. On a fait le Palais de Tokyo. Et là, on a eu beaucoup, beaucoup de succès et tout a démarré là. Oui, et l'espace Cardin, en plus, était un lieu où il y avait un théâtre, il y avait la salle d'exposition, il y avait un restaurant où toutes les stars du tout Paris étaient là chaque soir. Voilà. On croisait des chanteurs, des imitateurs. C'était étonnant, c'était un lieu vivant près de la place de la Concorde. Ah ben c'était extraordinaire et ça parlait. Alors c'était tout un travail sur. J'avais demandé à des DJ parce que les photos étaient tirées grandeur nature, la taille des hommes, c'était tiré comme ça. Et j'avais demandé à un DJ qui s'appelle Laurent Garnier, qui est une star. Je lui avais dit Laurent, est-ce que tu veux pas me faire un arrangement pour que ça soit un peu ce soit pertinent, ça m'a mis plus que ça. T'es allé dans 5 pays dans le monde pour le faire, je vais te faire venir 5 DJ du monde entier, c'est-à-dire des Japonais, un Américain, ça. Et on a fini au Queen à 7h du matin. Tout le monde a remonté les Champs-Élysées après le vernissage. Il y avait des drag queens, il y avait un monde très moderne et très en avance sur les. Enfin, aujourd'hui, ça serait plutôt beaucoup plus banal, mais en tout cas à l'époque, c'était formidable. Et tout ça s'est mélangé et ça crée un mouvement. Et ce mouvement, il ne s'est pas encore arrêté. Oui, parce que la photographie œuvre d'art, c'est quand même quelque chose de nouveau, Gérard Rancinan. Complètement, parce que en fait, j'avais peut-être pas fait tout le tour, mais commençant à 15 ans et demi et en 1997 ou 18, c'était à peu près. J'avais déjà fait beaucoup de choses. J'avais fait des couvertures de Live, j'avais travaillé beaucoup pour Live, pour Time. J'avais fait beaucoup de choses. Je me suis dit, il faut que je voyais en plus ce monde de la presse qui changeait pour moi, qui se rétrécissait. Les journaux avaient moins de moyens de me payer de payer aux photographes des grands projets magazines. Les garçons qui partaient faire du news, ils risquent leur vie pour pas grand-chose. Enfin, c'était compliqué. Et donc, je me suis dit, il faut que je raconte le monde autrement. Ce que j'avais envie ce que j'avais fait, ce que j'avais appris en tant que reporter, que ça soit la guerre du Liban, sur les Jeux Olympiques, ou avec des stars, ou avec ça, je le connaissais. Maintenant, je devais plus devenir, entre guillemets, bien sûr, un éditorialiste. C'est-à-dire regarder en large, comme on dit en américain. Alors, en même temps, ce qui est extraordinaire, c'est que vos photos sont parties dans les grands musées à Milan, à Shanghai et même à Marrakech. Marrakech, mais aussi Rabat. On est soutenu par un collectionneur célèbre là-bas, mais je peux pas dire son nom. Voilà. Mais les collections de photos d'art, c'est aussi un phénomène nouveau en pleine expansion.
Alors, bien sûr, pourquoi? Parce que c'est un médium, c'est un média, je veux dire, important. Et c'est ça que soutenait Pierre Cornet de Saint-Cyr. C'est à part entière une écriture, c'est à part entière une mémoire. Donc, c'est pas moins que de la peinture, c'est pas plus, c'est pas moins que de la sculpture, c'est sur le même niveau, c'est de l'art plastique. Alors, Gérard Rancinan, il y a aussi un événement, je crois que c'était en 2017 à Venise, une performance, le radeau des illusions. Il y avait des masques, mais pas des masques de carnaval. Non, absolument. En fait, c'était à la Biennale de 2017. J'avais été invité en off par une galerie qui m'avait invité là-bas dans un très bel espace. Et puis je me suis dit, ça suffit pas. Donc on va faire une performance pour un peu remuer tout ça. J'avais fait tous les stands et puis j'avais vu beaucoup de petits hommes gris avec des petites serviettes. C'était les représentants de la culture de chaque pays du monde qui étaient là. Donc ils étaient absolument charmants, n'est-ce pas? Et à 8h30 du matin, j'ai organisé une performance avec une immense photo qui était tirée sur une toile, une vingtaine de gars dans des tenues toutes noires avec des masques un peu, mais des masques simples qui les rendaient anonymes, un peu comme les Anonymous, comme ça. Et ils ont déployé en courant cette vague sur cette place, cette vague de cette photo de ce radeau des illusions qui parlait de l'immigration, qui parlait de tout ça. La Rai Uno était là, puisque je les avais invités. Et en fait, le soir à 8h, quand j'écoutais le journal, ils ont présenté l'ouverture sur la Rai Uno pendant 5 minutes de la Biennale 2017. Et ils ont commencé en disant... Il y a un photographe français, on ne les changera pas les Français qui ont mis le bazar dans la ville. Ils ont fait ça, ça a duré 3 minutes et demie sur notre travail et 2 minutes sur le reste de la Biennale, ce qui était tout à fait normal. Voilà, exactement. Alors il se trouve aussi que pour que ces photos existent, il faut un grand atelier. Et vous avez au départ installé un atelier à Ivry-sur-Seine, et puis ensuite vous avez repéré un lieu incroyable à Chartres, Gérard Rancinan. Oui, alors j'aime beaucoup les ateliers, les espaces qui ont une histoire. Donc à Ivry-sur-Seine, nous sommes dans l'ancienne usine Yoplait de briquettes, qui a vu les grèves de 36, qui a vu tout ça. Enfin, c'est un monde, voilà. Alors donc on a un atelier qui est pas petit non plus là, mais qui est très bien. Mais ça ne suffisait pas pour mettre ces très très grandes photos de collection qui sont en effet distribuées dans le monde entier, qui partent d'un point précis pour aller aux États-Unis, en Amérique du Sud ou en Chine, pas tout le temps, mais souvent. Là, on revient hier, j'étais à Bratislava en Slovaquie dans un très très beau musée, le Danubiana, qui est un musée d'art contemporain qui est construit sur une presqu'île comme un bateau au milieu du Danube. C'est l'un des plus beaux et un des plus romantiques musées au monde. Donc j'en reviens, on a fait une exposition avec Caroline Gaudriot qui est écrivain avec qui je travaille depuis 20 ans et qui s'appelle L'Esprit du temps. Vous voyez, on est toujours dans ce regard sur l'époque. Et puis, donc, il me fallait un endroit pour comment dirais-je, pour entreposer et en même temps pour faire la logistique de tout ce travail, parce qu'il y a plus de 450 photos qui font 3,50 m, 4 mètres sur 2 mètres, qui sont toutes rangées, etc., etc. Et donc j'ai cherché à Paris, mais c'était tellement cher. Chercher à Ivry, c'était déjà très cher. Chercher un peu plus loin, c'était encore plus cher. Je vais à Chartres. Et à Chartres, je vois une ancienne base militaire avec des toits ronds, avec des briquettes. Et je dis, mais c'est extraordinaire. Elle me dit, oui, mais ça, c'est à la mairie. Je ne sais pas s'ils vendent. Je dis, appelez le maire. Alors, la fille qui est à côté de moi appelle le maire de Chartres, qui dit, mais Rancinan, moi, je ne connais pas bien, mais ma femme adore ces photos. Alors, je lui dis, bon, c'est gagné. Il vaut mieux que ce soit sa femme que lui, parce qu'au moins, sa femme va l'influencer. Et ça a marché, puisqu'en fait, on a pu acheter un des bâtiments et nous sommes très bien installés. Il vient souvent avec son épouse. C'est un homme formidable. Le maire de Chartres est un personnage que j'adore parce que c'est un homme dynamique, c'est un bâtisseur, il construit. Et en même temps, ça veut dire une grosse équipe, parce que des photos de ce genre, ça demande des mois de travail, Gérard Rancinan. Alors, ça demande des mois de travail. La dernière photo que nous avons réalisée, puisque nous sommes toujours en lien avec une actualité quand même, hein, ça parle du monde. C'est pas des photos pour faire joli, c'est des photos qui, bien sûr, présentent un effet, qui se présentent un certain esthétisme, mais ce sont des photos qui parlent de notre époque. Moi, je suis toujours, depuis le premier jour où j'ai fait ce métier, je veux être un témoin éveillé
des métamorphoses de notre société. Donc toutes les photos qui sont dans les musées ou qui sont chez les collectionneurs sont un détail de l'époque que nous traversons. Je veux rester dans ce mouvement artistique, des Delacroix, des Géricault, des Velázquez et compagnie. C'est-à-dire des témoins d'une certaine époque. Ou Picasso quand il fait Guernica. Voilà, sans prétention aucune, chacun à sa place, bien sûr. Hein. Voilà. Mais vous avez un record en plus, vous avez été lauréat à 6 reprises du World Press Photo, qui est le concours du photojournalisme annuel le plus important au monde, qui vient des Pays-Bas, je crois. Voilà, absolument. Je l'ai eu 6 fois. Et puis, il y a longtemps, hein, c'est quand j'étais reporter photographe, j'étais encore à Sigma, je l'ai eu 6 fois, ce qui était assez remarquable. Mais je me suis un peu attrapé avec eux, alors que ils félicitent des photographes, c'est formidable. Mais je trouve que ça mérite aussi de photographier, de féliciter souvent des photographes qui font des photos où il se passe un moment de joie. Et je trouve que c'est trop axé sur un peu la guerre, tout ça. Tous les prix que j'ai eus, c'était des photos tristes. Alors, ça m'a... Oui, en même temps, vous avez pris des risques pour faire de ces photos. Oui, comme... Pas plus que les autres photographes de guerre, peut-être un peu moins, parce que quand on voyait des photographes comme Patrick Chauvel, comme d'autres photographes de guerre merveilleux, merveilleux, ou Jim Natchway américain, ce sont des personnages qui, eux, sont devant, en première ligne. Là, j'étais avec eux sur plusieurs guerres, je peux vous dire que j'en menais pas large. Oui, mais en même temps, vous avez fait des photos qui sont entrées dans l'histoire. Oui, voilà, mais vous savez, le monde a changé aussi. On partait, on était en t-shirt, on n'avait pas de casque sur la tête, il n'y avait pas marqué presse en gros. On a passé, moi je suis allé 7 fois au Liban pendant la guerre. On était je vous dis, c'est ça, on était comme dans la ville, quoi. Aujourd'hui, et puis je me suis vite aperçu quand même que les services de presse, des armées, tout ça, nous dirigeaient, nous emmenaient, nous guidaient. Enfin, on avait plus de liberté d'aller où on voulait. Le dernier qui a fait vraiment ce qu'il a voulu, c'était McCullin, quand il a l'un des très grands photographes du Sunday Times Magazine, quand il a été passé 3 jours sous les bombes à Beyrouth dans un hôpital psychiatrique. Alors ça, c'est vos reportages, mais il y a aussi des souvenirs. Et on va évoquer justement cet événement du 18 mai 2025. A tout de suite sur Sud Radio avec Gérard Rancinan. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Gérard Rancinan. On a évoqué votre parcours de photographe, ces photos qui sont devenues des œuvres d'art dans le monde entier. Et puis, il y a un événement dans quelques jours, le 18 mai 2025, une vente aux enchères, votre carnet de voyage de l'Amérique des années 80, l'Amérique qui a été évoquée par Jodassin. L'Amérique, je veux la voir et je Cette chanson est archi connue. En fait, c'est une adaptation de Yellow River de 1920. On ne connaît pas l'interprète. Et c'est un hommage de Jodassin à son grand-père, justement, qui a été un émigré américain. Et c'est vrai que l'Amérique, ça vous a toujours fasciné. Qui n'a pas rêvé de l'Amérique quand on est photographe, quand on rêvait en feuilletant les pages de Life Magazine, de se confronter à ce métier là-bas en Amérique avec ces immenses journaux, ces immenses photographes. Et donc je suis allé travailler à l'agence Sigma New York avec Eliane Lafont, la directrice, qui m'a tout de suite donné ma chance et j'ai passé comme ça à peu près une dizaine d'années à New York, en même temps que j'allais à Paris, je faisais des reportages dans le monde entier, tout ça bien sûr, mais je faisais beaucoup d'allers-retours, j'étais beaucoup à New York, tout ça. Alors il se trouve que donc le 18 mai à Chartres, il y a une vente aux enchères exceptionnelle des documents qu'on ne connaissait pas. Non, alors j'ai jamais... j'ai toujours regardé devant et c'est une course un peu effrénée depuis toujours, hein, où j'ai toujours très bien archivé tout, mais je n'ai jamais rien ressorti. Et puis Caroline Audriot, qui est écrivain, qui travaille avec moi depuis 25 ans, qui m'accompagne, avec qui on partage beaucoup d'idées et tout ça, me dit: mais Gérard, tu sais, regarde ce qui se passe, l'Amérique, ce bouleversement actuel, tout ce qui se passe là. Ton voyage en Amérique, c'était quoi exactement? Et ben je lui dis: c'est ça qui m'a formaté, c'est ça qui m'a donné l'envie
envie de découvrir le monde. Moi, je suis né à Bordeaux. J'allais sur les dunes du bassin d'Arcachon voir cette ligne d'horizon et je rêvais de passer de l'autre côté un jour, voir ce qui s'y passait. Donc, j'étais à New York et je dis à Eliane, la directrice du bureau de New York Sigma, je lui dis, Eliane, demain ou ce soir, je pars pour Los Angeles. Elle me dit, ah, t'as un avion? Je dis, non, pas du tout, je pars en bus. Elle me dit, mais comment tu pars en bus? Pourquoi tu pars en bus? C'est fou. Il n'y a que des clodos et des machins qui prennent le bus. Et je suis allé 38e rue, je suis monté dans un Greyhound bus, et là, je suis monté avec les gens. Et j'ai passé 3 nuits, 3 jours, 3 nuits, et un matin, et je suis arrivé à Santa Monica. Et j'ai croisé des centaines de gens qui montaient, qui descendaient, certains qui faisaient le parcours entier, mais très peu. Et je parlais aux chauffeurs qui changeaient c'était toujours le même bus, nos affaires, je me baladais dans le bus, je faisais des photos. À un moment donné, je suis descendu à une station et j'ai fait tous les personnages du bus. Et puis là, j'ai vu de tout. J'ai vu des clodos, j'ai vu des repris de justice, j'ai vu des jeunes mariés, j'ai vu des divorcés, j'ai vu des gens ruinés, j'ai vu un monde entier qui défilait dans ce bus. J'ai vu l'Amérique, mais pas l'Amérique du rêve américain, celui de l'autre côté du rêve américain, celui qui aujourd'hui s'exprime en votant tel qu'on le voit aujourd'hui. Et donc, je me suis dit, mais cette Amérique-là, c'est aussi une autre Amérique. C'est une Amérique dont je veux parler. Et j'ai été tenté, en effet, par ressortir ces photos, les présenter et pourquoi pas en faire profiter des gens. D'une manière précise, j'ai créé depuis 15 ans, pour des gens plus modestes, un label qui s'appelle L'Art pour tous. Et avec l'Art pour tous, ça permet de faire des ventes, ça permet de montrer notre travail et que les gens puissent l'acquérir pour pas cher, et donc ça fait partie de ce projet-là. Alors, il se trouve en plus que ces bus, les Greyhound, on les connaît tous aux États-Unis, mais ça vient en fait d'un lévrier, c'est le nom d'un lévrier anglais, et ce lévrier, c'est le plus rapide dans les courses de chiens, et le bus est le plus lent, donc c'est le paradoxe. Ouais, un petit peu. Alors c'est vrai que vous avez vu une Amérique, effectivement, qui est toujours celle d'aujourd'hui, qui correspond à des gens qui n'ont pas forcément de smartphone, qui lisent un livre dans un bus. Mais bien sûr. Bien sûr, c'est cette Amérique-là qui existe aussi. Bien sûr que nous, de loin, comme ça, quand on habite en France, en Europe, tout ça, bien sûr, on a ce rêve américain. C'est-à-dire qu'on voit des belles voitures roses, des Hollywood partout, des stars de cinéma, et je les ai fréquentés, des grands sportifs, j'en ai fait des photos. Mais il y a aussi une autre Amérique. Et cette Amérique, elle est profonde, elle est cachée, elle est masquée, elle est pas souriante en fait. Et à la fois, j'avais envie d'aller encore plus loin. Alors je suis allé, j'avais fait déjà New York, dans les bas-fonds de New York. Après, j'ai fait cette traversée en bus. Et puis j'ai fini ce voyage chez Jeff and Frosty Crane. C'est 2 personnages qui sont des vrais cow-boys, qui habitent à Medicine Bow, 360 habitants, Wyoming, et j'ai passé 3 mois avec eux, où je monte à cheval avec les appareils photo, c'est pas pratique parce qu'au galop on prend un peu mais je sais pas très bien faire du cheval non plus. Voilà, et j'ai vécu la vie des cow-boys, ce qu'on voit aujourd'hui à la télévision, dans des grandes séries télévisées, mais ils travaillent comme en 1860, et c'est assez étonnant, et c'est des gens qui vivent de peu de choses, et les Américains dans ce bus vivent de peu de choses, voilà, et ils ont des moments heureux, des moments malheureux. C'est l'Amérique, et cette Amérique-là que je voulais montrer, alors que on parle de surpuissance, on parle du rêve américain, on parle de tout ça aujourd'hui. On a des gens un peu bizarres qui mènent tous ces pays-là. Donc on se demandait pourquoi ces gars-là arrivent, pourquoi ces gens sont élus. Eh ben il faut simplement prendre le bus. Mais effectivement, et ces cow-boys d'ailleurs, les photos sont étonnantes. Ce qui les intéresse, c'est la fête foraine, c'est la musique country, et ça s'arrête là. Mais c'est incroyable. C'est des gens incroyables. Ils ne savent même pas, bien sûr. Ils vivent avec leurs chevaux, ils vivent avec leurs bœufs, ils vivent avec leur famille dans des ranchs. Je parle pas des ranchs très riches, des ranchs du Texas. Je parle du Wyoming. Eh bien, un soir, c'était en 85, 83 ou 5. Et puis, il avait acheté un magnétoscope, le gars, et avec son frère et sa femme. Et puis, il me dit, Gérard, ce soir, on va regarder un film. Alors, je lui dis, OK, très bien. Et il met un film, et c'était les Blues Brothers,
qui venait de sortir. Il le met, puis avec les chapeaux de cow-boy et tout, regardez ça comme ça, on avait mangé un bœuf à l'étouffée fait par maman à la maison, là. Et puis on regarde ça, et puis à la fin, il me dit, c'est bien le blues. Alors je lui dis, oui, c'est bien le blues. Il me dit, tu vois, je connaissais pas. Je connaissais le country, mais le blues, je connaissais pas. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Le blues, il est même jamais allé à New York. Il n'est pas allé dans n'importe quelle grande ville. Mais les cow-boys fascinent encore. Il y a un village dans le Gers, je ne sais pas si vous le savez, avec des bénévoles qui ont reconstruit un village de cow-boys et qui assurent des animations comme au temps des films de Sergio Leone. Ben oui, mais c'est incroyable. Hein. Et moi, j'ai vécu dans un film. J'ai vécu vraiment tout ce voyage-là. Ça a été très révélateur pour moi. Ça n'a pas été simplement un voyage pour faire des photos de personnages. Ça a été un voyage qui m'a initié, qui m'a montré le monde. Il y en a qui vont en Inde. Je suis allé en Inde faire des grands reportages sur les Maharajas. Je suis allé dans plein de pays en Amérique du Sud. Je suis allé au pôle Nord. Je suis allé partout faire mon travail de photographe avec Sigma, avec l'agence Sigma. Mais les gens ne s'attardent pas. C'est des anonymes. Donc, qui s'intéresse aux anonymes? Personne. Donc, je voulais, moi, m'intéresser à ça. C'est ce que je propose aujourd'hui. Et je peux vous dire que les photos, je les ai revues, je les ai ressorties. J'ai passé 3 mois à les rechoisir, à les choisir de nouveau. Et je peux vous dire que j'ai eu une immense émotion. Je pense que c'est une chance formidable. Elles sont pas chères. Et je fais pas de la pub, hein, parce que franchement, on fait ça par plaisir, par bonheur, et parce qu'il faut aussi montrer un travail passé. Oui, c'est dans une galerie de Chartres. Et il y a combien de photos? Vous avez fait un choix très drastique, Gérard Rossignol. Pas tellement. Oui, drastique, parce qu'il y a quand même 120 photos. C'est pas n'importe quoi. Mais j'en ai sorti beaucoup. Voilà, c'est en 3 volets. Il y a New York, il y a le voyage en bus. Et il y a on finit avec les cow-boys, on finit à la fête foraine avec les cow-boys. Voilà, c'est l'Amérique de Rancinan, c'est mon Amérique, c'est celle que j'ai vue, mais c'est l'Amérique de ces anonymes. Et il y a quelques jours de ça, j'ai reçu ma casteuse. Vous savez, une casteuse, c'est les gens qui choisissent les personnages pour vous de Los Angeles, qui est venue chez moi parce qu'elle connaissait pas Paris. Donc elle est venue, et puis je lui ai montré les photos, elle me dit, mais c'est incroyable, t'es plus américain que les Américains. En même temps, il y a Las Vegas aussi. Parce qu'il y a des photos, vous évoquez Las Vegas, car vous avez connu un Las Vegas très particulier qui n'est pas celui qu'on connaît. Bien sûr que non, puisque moi j'ai suivi les gens ruinés. Alors on connaît que les gens qui ont du pognon et qui gagnent à Las Vegas. Moi j'ai suivi ceux qui prenaient le bus. Parce que vous savez que les gens partent de Montréal, partent de New York, partent de certains endroits dans des avions, avec des valises pleines de pognon. Ils arrivent à Las Vegas, ils jouent, ils perdent, ils rentrent en bus. Alors ces photos, Gérard Rancinan, ce sont des œuvres d'art qui sont signées, qui sont numérotées. C'est-à-dire là aussi, c'est un marché en plein développement pour le grand public. C'est tout à fait nouveau, ça. Exactement. Alors c'est pour ça, je suis tombé sur une personne formidable qui s'appelle Elsa et qui donc est la patronne des ventes aux enchères de Chartres. Et elle a joué le jeu, elle me dit, mais Gérard, on va les vendre, c'est formidable, etc., etc. Et c'est vrai que moi, ça m'a intéressé, parce que je travaillais beaucoup avec des galeries, je travaille beaucoup avec des galeries d'art, qui me vendent, que ce soit en France, mais aussi à Dubaï, à Miami et ailleurs. Mais on rentre dans un carcan artistique qui ne donne pas la possibilité à des gens avec des moyens un peu plus réduits de pouvoir acquérir des photos signées, numérotées, de collection, et qui peuvent, je l'espère pour eux, mais pour moi aussi, un jour valoir un peu plus. C'est ça qu'on propose. Et j'ai un peu copié un artiste qui s'appelle Keith Haring, qui est très connu, un Américain, qui avait créé des boutiques à New York, comme ça, à l'époque, où il vendait pour pas cher des œuvres. Et ça avait un peu bousculé tout le monde, en disant, mais qu'est-ce que c'est? Les galeristes avaient râlé, en disant, mais tu nous casses le marché. Pas du tout, c'est pas la même clientèle, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, on s'est mis à faire ça, mais il fallait que quelqu'un suive. Elsa nous a suivis de cette société de vente aux enchères à Chartres, et va proposer ça pour des prix absolument raisonnables, et ça me plaît. Voilà. En même temps, les collectionneurs de photos grand public sont de plus en plus nombreux. C'est quelque chose en plein développement. Mais bien sûr, parce que la photo, ça parle à tout le monde. Tout le monde est photographe. On a des appareils photo, on a tous un appareil photo dans la poche. Les enfants, moi je vais beaucoup dans les écoles invitées et pour rencontrer les enfants. Et puis je leur dis, mais vous faites des photos, vous faites des selfies. Alors ils me disent, non, pas que des selfies, on fait aussi des photos. Ah, je dis, vous faites des photos, mais est-ce que vous les gardez, les photos? Est-ce que vous savez que quand vous faites une photo, vous arrêtez le temps?
Est-ce que vous savez que quand vous photographiez votre maman en photo, t'as 15 ans, tu fais ta mère en photo, mais quand tu vas la voir dans 25 ans, cette même photo, si tu la conserves, il faut la conserver. Tu vas voir comme elle était belle, tu vas voir comme elle était jeune. Tu t'en rends pas compte aujourd'hui. C'est ça la magie de la photographie. Mais la technologie a évolué aussi. Vous avez commencé avec des gros appareils. Aujourd'hui, on a des petits smartphones. Oui, alors c'est vrai, mais je travaille toujours avec un très bel appareil, qui est un appareil danois, qui est extraordinaire et qui me permet de faire des tirages immenses, d'une qualité remarquable, qui est très... Et ça marche comme un iPhone, hein, sauf que c'est un peu plus sophistiqué. Voilà, mais en même temps, ces appareils comme l'iPhone ont permis à des jeunes de découvrir la photographie. C'est aussi une façon... Mais c'est extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on parle de cette vulgarisation, j'allais dire entre guillemets, mais de la photographie, bien sûr, parce que ça parle à tout le monde. Nous, quand on fait une exposition, on fait actuellement une exposition. On a fait des expositions à Nice, à Reims, où on a eu énormément de succès, où on développe les mêmes photos que dans les grands musées, etc. Les mêmes histoires, les mêmes textes écrits par Caroline. Et là, on vient de Bratislava. Mais le soir du vernissage à Bratislava, il y avait des centaines de personnes. Et je peux vous dire qu'il y avait des gens qui avaient 80 ans, qui arrivaient avec des vieux Leica, en me disant, moi aussi, je fais de la photo. Et puis, il y avait des gamins qui me photographiaient avec des iPhones et qui me disaient, monsieur, je peux faire des photos de vos photos parce que c'est formidable. Est-ce que je peux faire ça avec mon iPhone? Bien sûr que tu peux faire ça avec ton iPhone. Vous voyez, et en fait, faire une photo, c'est quoi d'autre que d'emprunter un peu comme ça, de piquer un peu des détails d'une société, d'une vie, d'un instant. C'est ça la photographie. Il n'y a pas de prétention dans la photographie. Non, mais il y a de belles photos et ces photos, donc elles seront aux enchères publiques le 18 mai à Chartres à 14h. En attendant, bien sûr, d'autres expositions, parce que vous n'allez pas en rester là, Gérard Rancinan. Ben non, je continue. J'étais avec quelqu'un dans le couloir tout à l'heure, là, et il s'appelle Jacques aussi, il m'a dit, alors on n'arrête pas en fait. Hein. Mais je lui ai dit, pourquoi s'arrêter? Si on s'arrête, ça s'arrête. Voilà, donc il y a juste l'émission qui va s'arrêter maintenant. D'accord. Mais on vous reverra parce que vous avez plein de choses à raconter. Merci Gérard Rancinan. Merci beaucoup. Merci Jacques. Les Clés d'une Vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio. Merci.